C'est le plus dur. Bon, bah voilà, on est 6. On va pouvoir commencer. Alors, bonjour Ah à ouais, tous. bien. Je suis très content aujourd'hui de lancer ma première aventure Twitch, ma première interview. Et c'est un projet que j'avais depuis longue date. Moi, je suis libraire, je suis habitué à animer des rencontres. Et ça faisait longtemps que j'avais ce projet de lancer une chaîne Twitch interview. Donc, l'idée, c'est vraiment que vous participiez. N'hésitez pas à poser des questions. Et ensuite, donc, ces vidéos seront mises en ligne sur YouTube. Et pour cette première émission, je suis ravi de recevoir Norman Salut, Django. Bonjour Norman. salut à tous. Et donc Norman, tu es réalisateur, scénariste, musicien, écrivain, poète. Ah Et oui. ce qui t'anime depuis très longtemps, c'est vraiment d'écrire des histoires. Et tu as notamment publié des livres chez Honneur chez GLP Éditions, chez Héloïse Dormesson plus récemment, avec L'œuvre du serpent, hop, et donc Au cœur du cirque funèbre. Et plus récemment, tu as publié Météore chez les éditions Bonnefeuille, dont nous aurons l'occasion de parler longuement durant ce live. Mais avant toute chose, je voulais revenir sur un phénomène, en fait, sur les réseaux sociaux. Tu parles beaucoup de John Truby, tu parles de narratologie, et Mm. on voit que dans tes livres, vraiment, c'est très bien construit. Et donc, avant de parler de Météore, j'aimerais qu'on revienne sur la façon dont tu conçois les histoires, dont tu écris des histoires, et qu'est-ce que c'est le métier d'écrivain pour toi? Je sais que c'est assez vaste comme question, mais je trouve que c'est pas mal pour commencer, surtout qu'on parlait en off, justement, que tu disais de déconstruire le mythe que l'écrivain aurait la science infuse et qu'il serait un élu de Dieu et que écrire, ça se fait comme ça. Et donc voilà, je voulais que tu reviennes là-dessus, que tu nous parles de John Truby, de la narratologie, de ta vision de Ok. l'écriture. Alors avant de commencer, n'hésitez pas à nous dire si les micros ça va et si vous entendez bien, etc. N'hésitez pas à faire signe parce que nous on n'a pas de retour. Alors ouais, donc vaste question. On a 3 heures. Alors moi l'écriture, je vois plutôt ça comme le mot c'est artisanat parce que on entend très bien, génial. Le mot parfait pour moi c'est artisanat, c'est-à-dire que je vois ça comme un travail avec des règles, avec en fait même un auteur qui va vous dire moi j'ai pas de règles, j'y vais un petit peu au feeling et je fais un petit peu comme je veux quand j'écris. En fait, pour moi, c'est toujours quelqu'un qui a des règles mais qui n'a pas conscience. Il a lu énormément de livres, il a incorporé plein de choses et en fait il s'est créé ses propres règles internes et qu'il exploite quand il écrit. Moi, quand j'étudie la narratologie, quand je fais des vidéos qui parlent de Truby, de Mackie, etc., j'essaye de faire en sorte d'exposer ces outils pour que les auteurs qui n'ont pas forcément l'instinct d'arriver à résoudre n'importe quel problème, n'importe quel conflit dans l'écriture, puissent trouver des outils qui leur permettent de régler ces problèmes-là, en fait. Et de pousser l'écriture à quelque chose je vais dire plus conscient, mais en fait, l'art nous échappe toujours. Il y a toujours une partie qui nous échappe, dont on n'a pas conscience quand on écrit. Mais quand même, si on fait attention à bien incorporer des outils, en fait, avoir des outils à portée de main, on a plus de chances de maîtriser à peu près ce qu'on veut dire et pas se retrouver piégé dans j'ai fait quelque chose que à l'instinct et je me retrouve avec un truc qui m'appartient plus. Parce que nombre de textes que j'ai vus, que j'ai corrigés, d'auteurs qui écrivent des choses et moi quand je leur dis mais là, t'as voulu dire ça? Et l'auteur il fait mais pas du tout, du tout, du tout. Et là je lui dis mais c'est bizarre parce que quand même si le personnage fait ça, etc. Et quand même, je pense que c'est hyper important pour un auteur d'avoir au moins une notion de ces trucs-là, même si on les utilise pas de manière classique. Et du coup, pour moi, voilà, être écrivain, c'est lié à l'art de l'artisanat, donc l'art de fabriquer des choses. Il faut être curieux, faut avoir cette envie de jouer. Moi, quand j'étais petit, je rentrais dans ma chambre et j'avais tous mes jouets et j'avais des caisses de Playmobil, Lego, G.I. Joe et machin. Et en fait, c'était un bonheur de me dire quelle caisse je vais ouvrir aujourd'hui. D'ailleurs, c'était des caisses à outils, c'est drôle. Mes parents ils m'avaient filé des caisses à outils, je les mettais dedans des caisses à outils, Une c'est marrant. métaphore un peu en Bah quelque ouais, sorte. je viens de m'en rendre compte, tu vois. Et en fait, bah, c'était ça, j'arrivais dans ma chambre, je me disais, mais quel personnage, quel outil je vais prendre que je vais utiliser aujourd'hui. Et ben, un auteur, c'est pareil. Et il y en a plein qui n'ont pas conscience de tout ce qu'ils peuvent faire, en fait, de toute le panel, la palette de couleurs qu'ils peuvent avoir. Et t'écris sur de nombreux genres. Euh,
polar, SF, littérature et tout ça. Et justement, en fait, mon premier livre a été mis en littérature blanche, alors que certains pourraient le considérer en polar ou en SF. Et en fait, plus globalement, toi, de ce que je connais de toi et de ce que tu m'as dit et de ce que j'ai pu regarder sur toi, en fait, les genres, quand t'écris, tu penses pas en genre. Qu'est-ce que Non. tu penses de ces barrières de genre qui finalement catégorisent un peu les auteurs et les mettent dans des barrières, enfin, les mettent dans des cases, alors que finalement, en fait, c'est plus des émotions, l'histoire et tout ça, le message, plus que les genres. Ouais, j'ai deux discours sur le genre qui sont complètement antinomiques. En fait, il y a une partie de moi qui en a rien à foutre du genre, c'est-à-dire qui écrit une histoire qui, euh, effectivement, comme tu dis, j'ai envie d'écrire un thème, sur un personnage, sur une ambiance. Mais rarement, je me dis, j'ai envie d'écrire sur un genre. Cependant, j'arrête pas de répéter en interview que mon but, quand même, à la fin de ma vie, c'est d'avoir écrit sur tous les genres. Donc, j'ai un paradoxe total avec ce truc-là. C'est que je pense que, en fait, il faut le genre, le problème, c'est qu'on n'est pas censé être concerné, nous, par le genre en tant qu'auteur. Mais autant les médias que les libraires, finalement, sont presque obligés parce que je comprends complètement un lecteur qui se dit, en fait, qui a une attente d'un genre. C'est ce qu'on appelle la promesse, en fait, en narratologie, un livre a une promesse, une histoire a une promesse. Si on sort une histoire avec, il y a écrit les griffes de l'horreur et que c'est un truc sombre, etc., bah, la promesse, c'est qu'on va avoir peur, tu vois. Et si ce truc-là, en fait, c'est une romance et il n'y a pas, bah, je comprends qu'il y a une déception. Mm. Il peut y avoir, mais du coup, nous, en tant qu'auteur, on a aussi envie de jouer avec cette attente qu'on désamorce, etc. Donc c'est hyper intéressant. Mais la classification pure et la prison qu'est le genre, ça vient pas de nous. Et le triste constat, c'est que les lecteurs, souvent, ils veulent vraiment, mais vraiment jamais être déçus et ils veulent retrouver les codes, ils veulent retrouver leur doudou. Ce que Mm. je comprends entièrement. Et je pense Mm. que c'est bien d'avoir des doudous. Moi, ça m'est arrivé de me dire, ce soir, on se fait un film d'horreur avec les potes, et ben on a envie de se faire un film d'horreur avec que ce soit trash, etc. Et on a Ouais, des attentes et on veut l'attente, tu vois. ouais. Mais je pense qu'il faudrait qu'on ait tous cette dualité, c'est-à-dire qu'il faudrait qu'on ait des moments où on se dise non, là j'ai besoin d'un film de Noël, je veux me réconforter, je veux pas un truc qui me Mm. machin. Mais on devrait avoir cette part d'explorateur qui nous dit vas-y, j'ai envie de sortir un petit peu de mes limites et voir ce que je pourrais ressentir à être propulsé en dehors des cases. Et ben nous, en fait, en tant qu'auteur, on fait un peu ça, quoi. Des fois, on fait du doudou, et des fois, bah, on a envie de se propulser en dehors des cases. C'est intéressant. Moi, ce qui me gêne un peu, je sais pas, c'est aussi pour ça que je voulais te poser cette question, c'est quand je vois que, par exemple, tu parlais tout à l'heure en off que tes lecteurs, ils étaient un peu dans une sorte enfin, Ouais. étirés entre deux axes, parce que merci Rémi Le Tourneur pour ton follow, Ah ça yes. fait très plaisir. Et, donc, je voulais dire, tu disais que, voilà, en fait, vu que ton premier bouquin a été publié en blanche, donc c'est la SF, entre guillemets, euh, est-ce que c'est pas un problème après que parce qu'en fait, on sait que, par exemple, moi, en librairie, j'ai cette expérience-là. D'autres libraires, si, il y a peut-être d'autres libraires dans les auditeurs, peut-être qu'ils ont aussi cette expérience-là. C'est, en fait, il y a des lecteurs qui vont, par principe, ne pas aller vers une histoire, alors que ça aurait pu Mm. leur plaire. Et par exemple, Panorama de Lilia Hassen ou d'autres ont été mis en blanche. Par exemple, Clara et le soleil de Kazuo Ichiguri ont été mis en blanche, alors que c'est clairement de la science-fiction. Du Oui. coup, les lecteurs de blanche, ils se disent, ah bah c'est chouette, je vais lire de la littérature, alors qu'en fait c'est de la SF. Oui, bien Est-ce que sûr. c'est pas problématique en fait ce problème? Merci de la Diadia pour ton follow. Oui, il y a un problème avec ça. Après, en fait, le problème vient plus j'ai l'impression que en fait, il y a un problème. Bon, je pense que on n'a pas du tout le même public quand on est écrivain que quand on est cinéaste. Parce que le coût est pas le même. C'est-à-dire que quand tu es un spectateur sur Netflix, je connais plein de gens qui ne lisent pas une once de science-fiction, mais qui se sont fait toutes les séries de science-fiction qui existent sur Netflix. Hum, Parce qu'en fait, il n'y a pas de coût. C'est-à-dire que tu prends pas de risque à te dire je lance un épisode de science-fiction. Alors que si tu arrives chez un libraire et que tu es là avec un grand format qui fait 25 ouais, balles, ouais. et que tu te dis moi c'est pas mon genre, c'est pas facile de sortir. Je comprends que c'est pas facile de sortir de ces cases. Euh, j'ai pas de solution à ça, à part leur dire allez en librairie, lisez ce genre-là, enfin en librairie, en bibliothèque, lisez ce genre-là, regardez si ça vous plaît, etc. Ou lisez le Hum, début et après achetez le livre, je ouais. sais pas. Mais en fait, je comprends que les gens ils y aillent pas et après euh, que après que la science-fiction soit vendue comme de la blanche. Moi, c'est pas ma. De toute façon, moi je peux rien. Enfin, c'est pas moi qui Oui, bien décide de sûr, ça. ouais, mais Donc, qu'est-ce que tu veux que.
En fait, des fois, c'est un petit peu juste un prétexte. Les gens, ils se disent: «Non, je lis pas de science-fiction», par contre, ils ont adoré l'Anomalie. Mmh. Bon, bah, Ouais, ouais. d'accord, OK, C'est pour ça que ça fait sourire. C'est pour ça que ça fait je voulais sourire. t'en parler Bah, aussi. oui, oui, mais parce qu'en fait, je pense que les gens, ils ont peur de ce côté imaginaire parce que, en fait, je pense que les gens, ils savent pas, en fait, et je pense que mais c'est très bien. Ils connaissent pas les genres. C'est-à-dire, ils vont se dire science-fiction, ils vont se dire c'est Star Wars. Ils ont même pas vu de Star Wars. Ils ont juste Mmh. vu des bandes annonces où ça fait pam-pam, piou-piou et des Et les vaisseaux lasers, tu vois, spatiaux. des vaisseaux spatiaux font, Ouais. ah non, non, moi, je lis pas ça. Et en fait, ils ont un a priori et c'est sûr que ça les bloque. Maintenant, je pense que c'est parce qu'ils connaissent pas ce genre-là. Et ce qui est bien qu'ils connaissent pas en fait, mais il Mmh. faudrait du coup qu'ils soient libres et curieux en fait. En fait, je pense que les gens devraient être plus curieux, mais je comprends, je vais me répéter, mais je comprends le côté doudou. Mais il faudrait juste des fois un tout petit peu d'aventure en disant, allez, je, Mmh. je sors des chemins, voilà, en bibliothèque. Comme ça, pas de risque. Parfait. Et que ça soit, en tout cas, une similarité entre tous les genres, c'est la construction narrative, c'est l'histoire. Heu, je vais citer au début du live là, Norman, Truby, que tu Ouais, cites beaucoup. Toi, tu as cité Mackie, ouais, et en fait, ces écrivains-là, ils ont, c'est une notion d'écrivain architecte. ouais. Est-ce que tu peux nous parler justement de ce que c'est un écrivain architecte et en même temps, du coup, de ta méthode de travail? Comment tu écris un livre, en fait? Ok, alors il y a deux trucs. Effectivement, il y a une distinction entre le jardinier et l'architecte. Un écrivain jardinier, c'est un écrivain qui va écrire, on va dire, au fil de la plume. C'est-à-dire, euh, il lance son dockword et puis c'est une page blanche et il y va. Il a une idée, il a un thème. Et alors là, après, là, le curseur on le met où on veut. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui va partir avec rien comme idée, vraiment à l'instinct, et d'autres qui ont quand même préparé certaines choses, mais qui ne se sont pas fait un plan. Et l'architecte, lui, il est plus à bien préparer et avoir ficelé un plan. Je suis plus de cette école-là, même si tout est une question de curseur. Il y a des romans que j'ai préparés, je connaissais le nom de mes personnages, je connaissais le lore exactement, je connaissais ce qui allait se passer dans chaque chapitre, je connaissais mon sous-texte, je connaissais tout. Donc ça, c'est une question de curseur. Truby et Mackie, en fait, ou même tous les autres qui parlent de narratologie, même Vogler, dont j'avais évoqué il y a pas longtemps le travail, en fait, eux, ils préconisent rien, ils disent pas qu'il faut préparer un plan avant d'écrire, et il dit juste qu'il faut connaître les outils qu'on a autour de nous pour se sortir de situation. Et après, à chacun de faire comme il veut Mmh. pour euh, parce qu'en fait, l'écriture, c'est très personnel. C'est très personnel la manière dont on a envie de l'aborder. Mais je connais plein d'auteurs, ils me disent, moi, l'architecture, préparer un plan, ça m'enlève toute envie d'écrire. Et je comprends parce qu'ils se disent, j'ai plus aucune surprise, j'aime me surprendre moi-même. Mmh. Alors, ce que je réponds souvent, c'est que moi, je me surprends parce que quand j'écris un plan, bah, je l'écris le plan. Enfin, Ouais, c'est de la création, tu ouais, ouais. vois. Et c'est pas un truc qu'on me donne et que après je recopie, c'est de la création. Et au moment où j'écris le plan, c'est de la création. Mais je comprends cette envie d'écrire, de découvrir au fil de la plume ces personnages, etc. Maintenant, je pense que même si on est de cette catégorie-là, c'est important d'avoir quelques notions pour très vite se sortir de situation et éviter de... Le plan, ce qui est génial, c'est que on dresse le plan de l'histoire sur le papier et on a tout de suite les problèmes. C'est une évidence. Si tu vois que Les lacunes du plan et de l'histoire. Ah ouais, si tu Ouais. vois que ton acte 1, il fait 300 pages et que ton livre en fait 350, tu fais bon. Et ça, si je dis ça, c'est que ça m'arrive, mais plein de fois, ce truc-là, je l'ai vu plein de fois. Et ça, c'est une question de... Quand t'écris et puis que en fait, tu te rends compte que mince, c'est trop tard, c'est plus difficile de retoucher. Le plan te permet de voir ce genre de choses. Mais je pense que tu pourrais le faire aussi au fil de la plume en ayant quelques bases pour éviter ce genre de piège. Donc, plan ou pas plan, donc architecte ou jardinier, peu importe, je pense que ces mecs, ces grands théoriciens de la narration nous apprennent à avoir des outils, à avoir des réflexes. Mais je comprends que les livres soient un peu difficiles à aborder. C'est pour ça que, spoiler alert, je suis en train d'écrire mon petit guide de narration personnel. On en reparlera à la fin quand je te poserai la question Allez, sur tes projets. tu, Euh, tu me laisses 3 heures sur mes projets ou... ouais, ouais, oui, Ouais, c'est ça. Tu auras le temps de discuter. On aura le temps de discuter pendant 3 heures de ces projets qui sont ok. très intéressants. C'est un petit spoiler, donc restez bien jusqu'à la fin. Euh, maintenant, j'aimerais qu'on aborde ton nouveau livre, Ouais, Météore, ouais, que vous avez à l'écran là, à côté de la tête de Norman Zango. Et, c'est inversé. euh, et donc, Météor, c'est vraiment dans une œuvre qui est pourtant déjà, pour moi, des pas de côté à chaque fois. Ouais, Là, c'est un énième pas de côté. oui, C'est vraiment une œuvre très particulière, parce qu'il s'agit d'un recueil de poésie, et en même temps, tu l'as accompagné d'une bande originale
à la fin du livre, en fait, vous avez un QR code où on peut flasher le QR code et on a une musique qui accompagne cette poésie. Et en même temps, en plus, c'est un recueil de poésie de SF narratif. Oui, C'est-à-dire que c'est une histoire, mais en poésie. Et tout ce qu'il faut pas faire. est-ce que tu peux nous présenter ce projet? Ouais. Pourquoi ce projet? Sa forme, finalement, qui est un peu particulière, et sa genèse. Ça vient d'où, en fait, Météore? Ça, Genève, alors, Genève. Genèse, sa genèse, excusez-moi. Ouais. Voilà, petit là, ouais, bon, bref. Alors, Météor, c'est compliqué. En fait, ce qui est marrant, c'est que tout a débuté un jour où j'étais musicien, parce qu'avant j'étais musicien, maintenant je fais plus du tout de musique, et je faisais du rock français. Je vais essayer d'être court, parce que là, on sent que ça, le mec qui va partir, ça va être long, mais en fait je vais Mm. essayer d'être court. Je faisais du rock français, et le rock français pas du tout adapté au genre d'aujourd'hui. Même pas en fonction de goût, en fonction de ce qu'il faut pour jouer. C'est-à-dire qu'il faut qu'on soit 5 musiciens, il faut qu'on ait une batterie, des guitares qui sonnent fort, etc. Alors que nous, on était face à des gens qui arrivaient avec un PC et qui faisait danser les gens et qui avait juste un micro, un PC, une personne, on n'était pas concurrentiel. Et ça a été très dur et donc le groupe s'est effondré. Et après ça, enfin, juste avant que le groupe s'effondre, moi je commençais à réfléchir à un projet solo. Je m'étais dit, il faut que je fasse un projet musical solo qui me parle que à moi, qui me fait juste plaisir. Faut que je fasse une sorte de truc que limite, si je dois finir de la réaliser dans la fin de ma vie, c'est pas grave, que ce soit tu sais, un projet de vie, tu vois. Mm. En me disant pas de pression. Tu laisses le temps que tu veux, voilà. Et donc, je commence à écrire Météor. C'était il y a 4 ans, non, plus que ça, je sais plus, 4 ans. On va dire 4 ans. Ouais, peut-être 4 ans. Je commence à écrire le texte et je commence à réaliser la musique aussi en même temps. Donc, je me mets à la MAO, j'apprends la basse, j'apprends plein de trucs que j'avais jamais su faire. J'apprends le mix, le mastering, des trucs vraiment qui m'étaient étrangers. Et je commence à écrire le texte de Météor en entier, les 9 parties. Et, heu et en fait, ça m'épuise parce que la première partie fait 10 minutes, je crois, à peu près, 9 minutes. C'est un travail colossal. Tout seul, c'est hyper dur. Donc en fait, j'écris ça et je m'épuise et je laisse complètement de côté ce truc-là. Je touche plus à la musique, je fais plus rien. Ma carrière littéraire avance, et cetera. Et récemment, en fait, j'ai rencontré, une petite maison d'édition, Les Bonnes Feuilles, de poésie, heu, qui font vraiment un travail superbe, hein. Là, vous le voyez peut-être pas bien, mais c'est vraiment qualitatif. Et en fait, ce qui se passe, c'est que pendant 4 ans, j'ai un ami à moi, Jérémy, qui, lui, il adore ce projet-là. Il est musicien, on a déjà fait la musique ensemble et lui, pendant 4 ans, il m'a tourné autour, comme une mouche autour de je vous laisse compléter la phrase. Il était là: «Il faut qu'on fasse ce projet, il faut qu'on le réalise, ça serait vraiment génial» et moi, heu, vraiment, je traînais des pieds et quand cette maison d'édition sort, je lui dis c'est bizarre, je lui dis: «Viens, on réalise, j'écris un poème, j'écris un long truc et tout, et puis comme ça on pourrait faire des lectures musicales ensemble, et puis peut-être que je pourrais faire une sorte de texte un peu, d'imaginaire, un peu fantastique, un peu narratif et tout. Et là il me fait: «Mais Norman, Météor, tu l'as déjà écrit». Et j'avais zappé ce projet, je l'avais foutu vraiment, au placard. Et du coup, bah, le truc a ressuscité. Je me suis dit: «Bah oui, faut que je fasse Météor». Donc j'ai relancé Météor, donc il sort, voilà, il est sorti en texte, il y a la musique qu'on peut écouter, et avec mon ami, on peut de temps en temps faire des lectures musicales à deux, avec moi et une guitare, pour présenter un petit peu le projet. Il est pas là, hein, il n'y aura pas de surprise. Non, malheureusement, Ouais, il y a pas de surprise avec Jérémy. Donc merci pour cette genèse. ouais, Et, et donc dans ce recueil, en fait, la Terre n'est plus habitable, ouais. l'humanité se réfugie dans un vaisseau qui s'appelle l'Orès ou la Bulle. Mm. Et l'Agora, qui est une sorte de groupe mystérieux qui dirige cette nouvelle société, nomme un général de vaisseau qui s'appelle Talente, et il lui ordonne de restructurer l'humanité. Et il s'accompagne à ce moment-là de 5 acolytes. Est-ce que tu peux nous parler de ces 5 acolytes, leurs noms, et comment finalement ils participent au Alors, fonctionnement de la bulle? Et c'est quoi la bulle? leur nom, je m'en souviens plus, du coup, je suis obligé de re-regarder, c'est bon, En fait, alors, la bulle, j'ai pas envie, c'est très très dur d'expliquer, comme c'est de la poésie, j'ai pas envie d'expliquer la poésie. Heu, je vais quand même dire que la bulle, la métaphore évidente, elle s'appelle aussi la main invisible. Donc la main invisible du marché, c'est une métaphore un peu de notre monde. Heu,
Talente, je vais quand même vous donner des clés, mais Talente, c'est un peu le talent de l'humanité, en fait. C'est le pilote, c'est le héros principal. Et ses acolytes sont Scientia, Lingua, Historia, Artis et Sophia. Ah, ça, c'est peut-être assez clair comme ça. Et donc, il va s'aider de ses pilotes, donc ses forces, pour conquérir le reste de l'univers. Voilà. Et, euh, et en fait, j'ai l'impression que ce qui est intéressant dans ce livre, ce qui est intéressant et qui en même temps est un peu triste, c'est qu'au début du bouquin, c'est une sorte d'espoir. On se dit, ils vont recréer une Ah société, oui, ça va être sympa, on va sortir de cet or et tout ça. Et finalement, on comprend au fur et à mesure que les acolytes que tu viens de nommer, et Talente, en fait, ils reconstituent euh, euh, je sais plus, Lingua, il va reconstituer l'usage des mots et ouais, du ouais. langage pour la manipulation. Bah oui. Artis, il va manipuler l'histoire. Scientea, Artis l'art et voilà, Artislar, Scientia les Scientea, le projet sciences. scientifique et tout Ouais. ça. Et en fait, c'est comment finalement, petit à petit, par les différents domaines, c'est aussi une métaphore de comment notre monde est comment en fait la propagande, Bien sûr. l'ultralibéralisme, qui joue sur les mots, sur l'économie, sur l'histoire. Par exemple, l'histoire où le mythe que l'ultralibéralisme, c'est le genre, le mode de fonctionnement Oui, de l'humanité depuis toujours et qu'on peut pas faire autrement et tout ça. exactement, ouais. Et donc en fait tout ça tu vas le réaborder dans ton livre et en fait j'ai l'impression finalement que c'est un peu aussi une métaphore du perpétuel recommencement de l'histoire dans les erreurs humaines, comme si on n'apprenait pas l'histoire. Ça m'a donné un peu l'impression, ce recueil, d'être ça. Oui, après, la fin, j'ai essayé de l'avoir un petit peu plus optimiste que ça. Mais Là, je parle vraiment du tout début de oui, l'histoire, oui, hein, oui, du oui. premier chapitre, Oui, oui, bah les oui, premiers oui. deux chapitres. Et mais oui, effectivement, bah, ouais, moi ce qui me rend dingue, justement, le héros s'appelle Talente. En fait, ce qui me rend dingue, c'est que nous, l'humanité, le prolétariat, enfin en tout cas la force de travail, on a un talent, on a une capacité qui est incroyable. Et quand tu regardes ce qui sort, c'est ce qu'on est capable de faire. Et je suis toujours émerveillé par ce qu'on est capable de faire, même quand tu regardes l'IA. En fait, c'est Mmh, dingo. En fait, tu me dis mais comment on est arrivé à faire des trucs pareils? Mais c'est dingo comme on arrive à s'auto-saboter aussi. C'est-à-dire à très vite, ces choses-là se font mmh. attraper et à chaque fois, on sort complètement du champ de de la conscience, de la morale, ça nous échappe tout le temps. Et ouais, c'est assez tragique, C'est effectivement. un peu le projet du livre. En fait, j'ai l'impression que ton livre, il parle aussi, comme tu dis, c'est parce qu'en fait, Talent, au début, et d'ailleurs, plus ou moins tout le temps, enfin, je vais pas en dire plus, lui, il veut vraiment faire du bien. Oui, oui, bah Lui, oui, oui, il est là, il veut vraiment il y faire croit. une belle humanité, etc. Ouais, Et finalement, il est pris dans l'engrenage ouais. de force, déjà de force qu'il connaît pas, et surtout, en fait, de comment, comme tu dis, des bonnes choses. Là, tu cites Elia, par exemple. Je trouve que c'est vraiment c'est une bonne citation de Ah bah citer oui, l'IA là, parce oui, qu'en oui, fait, c'est comment on utilise l'IA qui peut être un outil formidable et en même temps une tragédie pour l'humanité. Et donc, en fait, j'ai l'impression que ce livre-là, c'est un peu aussi sur ça, c'est un peu une réflexion aussi sur comment l'humanité, en faisant le bien, finalement, se perd dans ce qu'il a créé. bah oui, oui, c'est ça, mais bien sûr. C'est un peu le mythe de Frankenstein, hein, Ouais, voilà. ouais, mythe de Prométhée, effectivement. Et mais ça, j'ai pas enfin, le problème, c'est qu'en tant qu'artiste, nous, on n'a aucune solution. En fait, on est juste là, on le voit, en fait, on et c'est terrible parce que on sent qu'on est impuissant et qu'on voit tout. En fait, nous, comme, ce qu'on doit dire, c'est décrire le monde, le plus juste possible, tu vois, le plus pertinent possible. C'est encore plus triste parce que souvent, on le voit, péricliter devant nous et tout ce qu'on peut faire, c'est le décrire, en fait, et dire mais en fait, on a beau hurler, on a beau créer, voilà. J'espère encore, enfin, je crois encore que la création peut peut-être changer enfin, faire partie des choses qui vont permettre à l'humanité d'aller un peu plus loin dans le sens de la conscience, de la morale, etc., de sortir un peu de notre condition qu'on nous impose, hein, Mm. de fait, comme tu disais, de toute façon, l'homme est un loup pour l'homme, on a toujours vécu avec ces trucs de conflit et on peut pas vivre autrement que, avec ce modèle qui est le nôtre. J'imagine, enfin, en fait, j'imagine que toucher l'émotion des gens, enfin, c'est la seule chose que déjà moi je sais faire. Et j'espère que ça a encore du pouvoir, que ça peut encore changer, enfin, au moins un petit peu, tu vois, Mm. participer Bien à ce sûr. basculement, quoi. Voilà. Merci. Au revoir. Au revoir. Euh, dans ce recueil de poésie, justement, qui parle de l'humanité, d'une humanité future, tu cites plein de références, et surtout des références mythologiques, modernes, philosophiques, spirituelles. Je vais en citer quelques-unes.
par exemple, tu cites la notion politique contemporaine d'espace Schengen, OK. tu cites la référence historique à l'agora grecque et Oui, tout ça, tu cites la référence philosophique à Socrate oui. ou la référence spirituelle à l'idée de cosmos. Est-ce que c'est pas une manière aussi, alors que c'est une humanité pourtant qui a rien à voir avec, enfin a priori rien à voir avec nous, c'est un peu aussi une manière de rendre le récit universel et de faire comprendre que le récit, ça a beau être notre futur, ça reste nous peut-être dans quelques années. Oui, oui. Notamment l'idée d'espace Schengen par exemple. Oui, oui, mais Enfin, c'est il y a clair, vraiment ouais, ce ouais. côté universel, j'ai l'impression, Oui, dans ton oui. récit, Bah, un oui, peu oui. de conte philosophique. Ouais, ouais, mais c'est ça, c'est en fait, mais c'est ça le mélange des genres pur, c'est-à-dire que jamais tu peux utiliser ça dans une science-fiction brute parce que tu te dis mais qu'est-ce que ça vient faire là? Donc du coup, c'est dire que l'humanité Mmh. existait, etc. Et effectivement, moi, c'est un flou. Alors évidemment, c'est un décalque de ce qu'on vit, hein, il y a pas de, mais c'est aussi presque un multivers. Quand on crée, d'ailleurs, j'en parlerai peut-être après, mais moi, je crée presque un multivers autour de mon œuvre où tout est relié, tout est connecté, etc. Et en fait, il n'y a pas besoin de cloisonner des fois, je trouve. Tu vois, des Ouais. fois, c'est bien d'ouvrir sans forcément se dire, bah non, celui-là, ça fait que part, c'est pas possible, ça fait partie que de ce monde-là. J'aime bien ouvrir les cloisons parce qu'en fait, tout fait partie d'un même imaginaire et c'est le nôtre, celui de l'humanité, tu vois. Mmh. Pour, donner une idée un peu aux téléspectateurs et après aux auditeurs sur YouTube de Météor, je te propose de lire un extrait, Ouais. celui que tu veux, le début par Bah, je exemple vais faire le ou un début. autre, mais voilà. Le début, c'est en gros la présentation de la cosmogonie un peu Ouais. du commencement de l'univers de Météor. Non, 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 allez, j'y vais. Des échanges insensés est née une bulle. Du fin fond du creux des zones les plus sombres, au cœur d'une nuit sans lendemain, dans les corridors des reins, sous les corolles des couronnes d'astéroïdes, parmi les nuées de filantes ovoïdes. L'agora de la constellation du Lion s'est réunie et s'est adressée ainsi aux âmes attentives. Nous enverrons au-delà des frontières notre bulle. Elle colonisera le futur comme les dieux avant elle. Elle se répandra sur l'univers comme de l'huile, baignée dans les résidus d'épices rouges, sur les traces du chariot de Mitra. Ainsi renaîtra l'espoir d'une vie, par-delà le sourire de la mort, et loin des fracas de météores. C'est pas mal. Très bien, ça donne bien envie, on comprend le début et je vous encourage à aller en librairie pour continuer La suite, ouais. de lire ce formidable recueil de poésie. Euh, Tu parlais juste avant là d'une Django verse. Enfin, Ouais. en gros, euh, la Diadia qui dit Tiefen. Voilà, c'est Ah, une belle référence. yes. C'est rigolo parce qu'on en parlait en off tout à l'heure de bien Félix Tiefen et c'est Ouais, vrai c'est qu'on retrouve marrant, ce ouais, côté d'accord, ouais. un peu spatial de Tiefen. Euh, Merci coupure internet aussi. et et qu'est-ce que je voulais dire? Et voilà, tu parlais tout à l'heure du Djangoverse. C'est Oui, en fait ça une ça fait un extension. peu un but de soi-même, mais bon. Ouais. Donc c'est un petit jeu de mots quand même qui est assez marrant. Ouais, Et justement, ça me permet de transitionner sur ton Linktree et oui, sur surtout ta place dans les réseaux sociaux, sur Instagram. Tu fais beaucoup de petits réels, c'est-à-dire des petites vidéos sur Instagram sur la narratologie ou sur d'autres sujets. Et pour moi, ça me pose la question sur comment aujourd'hui on investit le monde médiatique, le monde des réseaux sociaux et tout ça, pour la librairie, pour rajeunir la librairie, capter d'autres lecteurs, ou même tout simplement pour partager en fait des idées, tout ça. Comment aujourd'hui, c'est une vaste question, ouais, c'est mais clair. comment aujourd'hui on pourrait créer des solutions? Tu me parlais en off peut-être de créer des podcasts et tout ça. Ouais, Voilà. bah, ce qu'on fait Est-ce là que ce qu'on est déjà. en train de faire là, voilà, est-ce que tu peux nous parler justement de ton Linktree et Oui, entre guillemets, sans être pompeux, de tes réflexions sur oui, oui, justement oui. la création de contenu pour faire vivre le monde de la librairie et des livres. Bon, alors déjà, moi, ce que j'ai fait sur les réseaux sociaux, je l'ai fait parce qu'on n'a pas le choix, en fait, en tant qu'auteur, même si on est publié dans des grandes maisons d'édition. Si on veut se démarquer, si on veut faire notre com, ben, en fait, on peut toujours faire plein de choses. Après, c'est un outil qui est génial, hein, c'est comme d'hab, hein, c'est un outil qui est super, les réseaux sociaux, si on fait pas de burn-out. Mais ça nous permet moi, en fait, ce que j'ai fait, j'ai pas voulu faire un truc classique où je raconte la vie de mon chat, j'ai pas de chat, mais où je raconte mon quotidien, je me lève le matin, j'ai une idée devant mon café. Non, ça je voulais pas. Du coup, ce que j'ai fait, j'ai créé un Substack, c'est un nouveau réseau social de newsletter. Donc vous pouvez vous abonner si vous voulez.
dans lequel j'ai créé le Djangoverse. Bon, alors ça fait un petit peu un but de soi-même en disant ça, mais en fait, ça a du sens dans le sens que toutes mes œuvres, le problème, c'est comme l'a dit Léo, elles sautent d'un univers à un autre, enfin d'un genre à un autre. C'est-à-dire que là, on a de la SF, on a du polar, on a du thriller en mode Black Mirror. On a vraiment plein de trucs. Et je me suis dit, il faut que mes lecteurs, je les guide à travers des portes. Donc en fait, dans mon Djangoverse, il y a une sorte de carte des portes. Donc j'ai fait une cartographie et j'ai expliqué quels univers sont connectés entre eux ou pas. Parce qu'il y a des univers, et les gens ne le savent pas, des fois, ça se passe dans le même monde, dans le même univers, etc. Et d'autres qui se passent dans d'autres univers. Ça n'a rien à voir avec le genre, c'est une question d'univers. Mmh. Donc c'est vraiment comme les Cinematic Universe, voilà. Et en fait, ça, je le dis en salon quand je rencontre des gens, mais c'est un projet sur le long terme. Il y aura un sens à tout ça plus tard. Je peux pas vous révéler quoi, je sais exactement quoi. J'ai un plan qui donnera sens à cette histoire de porte. Ceux qui sont venus me voir en salon ont un bonus et ils ont déjà un indice en plus. Mais voilà, ça sera une grande œuvre que je verrai pour plus tard. Donc ça, déjà, voilà, moi, c'est le travail que je fais, mais c'est un travail de fond que je fais sur mes réseaux sociaux. Et après, pour aider la littérature, pour moi, alors, de ce que je vois, et tu vas me dire si tu es d'accord ou pas. Mais en fait, c'est con parce que c'est exactement l'inverse de ce que je vous ai dit tout à l'heure, qu'un artiste, c'est un artisan qui travaille le bois et qui est tout seul dans sa petite alcôve en train de travailler son truc, dans son petit atelier. En fait, il manque de la starification Mmh. et en fait, mais de la starification qui viendrait pas de nous. Parce qu'en fait, ça crée des auteurs qui, sur Instagram, sont là en train de se mettre en scène, etc., parce qu'ils n'ont pas le choix. Mais quand on regarde les autres genres d'artistes, ils ont des podcasts, on va leur demander de parler d'autres trucs. En fait, ils vont Ouais. venir parler même pas de leur livre, en fait, ils vont se Mmh. mettre en scène, oui, on va se rendre compte que la personne est trop sympa, etc. Quand on regarde aussi la musique, par exemple, je suis plein de youtubeurs qui parlent de musiciens, etc. Et ben, en fait, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont faire une biographie du musicien. Ils vont expliquer son parcours. Et ce qu'on aime bien, c'est comment le mec qui est parti d'une banlieue, où il est parti d'en bas, d'un milieu pauvre, etc., comment il a eu une ascension, même pas une ascension artistique. Comment un mec qui est. Je regardais un truc sur Eminem il y a pas longtemps, comment les artistes se construisent. Et en fait, nous, on va pas le raconter, ça. Mmh. On va pas s'amuser à dire, Eh, les gars, nan, nan, moi je me suis machin. En fait, il faudrait que les gens euh, starifient, rendent euh, ouais, un peu mythique, cette ascension, les parcours des auteurs. En fait, je me disais, voilà, il faudrait des trucs comme ça qui mettent en avant les auteurs parce que on a un problème d'être un peu caché derrière les livres. Un mec qui vient en one-man show, bah, vous le voyez. Donc, il peut faire des blagues sur les réseaux sociaux, et puis vous allez les revoir, donc c'est facile. Et puis il va Nous, voir la réaction du public en il direct. voit la réaction du public en direct. Nous, on écrit un livre. Alors, on écrit un livre pendant un an tout seul. Deux, quand on l'a écrit, quand on a fini de l'écrire, donc on n'est plus dedans, ça fait un an, on en a marre, faut qu'on en parle. Ce que je fais maintenant, j'adore, hein, mais c'est quand même pas le même délire. Parce que là, moi, je suis en train d'écrire d'autres trucs, et donc il faut que je parle des trucs anciens. Donc on est dans des délires qui sont pas les mêmes que les autres artistes. Et, euh, et ce que je te disais tout à l'heure, c'est qu'en plus, notre art, ceux qui vont le vendre, en fait, ils sont pas obligés de vendre le temps de lecture. Ils sont obligés de vendre le livre. Alors qu'un concert, bah, tu vends le concert, tu vends le musicien qui joue. Un livre, tu vends le livre. Le mec est pas obligé de le lire. Et Mmh. ça crée une distorsion entre le mec qui va vendre ton travail et ton travail effectif. Donc bon, il y a plein de petits trucs comme ça, je pense, chez les écrivains où on pourrait. Mais en tout cas, il faudrait que nous, on s'impose plus dans le monde de Twitch, dans le monde de YouTube, etc. Il y a beaucoup d'influenceurs qui déjà parlent d'écrivains actuellement, qui font des trucs dessus. Mais il faudrait qu'on aille plus loin. Tu vois, même le format podcast, il faudrait qu'on fasse du podcast euh, prime time, show télé avec des blagues, des jeux. Enfin, tu vois, Ouais, ouais. c'est con Un ce que peu je. comme, ce que peut faire, Popcorn Ouais, ouais, ou ouais, c'est Ryan ça. Kojadi Ouais, quoi, ouais, voilà. exactement. Et c'est dur ce que je vais dire, mais un peu ce que faisait Ruquier à une époque, ou même Ardisson, on peut les critiquer pour mille choses, ces gens-là, mais sur des prime time, sur des moments où les gens arrivaient pour se détendre, bah, ils faisaient venir des écrivains. Ils venaient dire des artistes du coup, ils avaient une image, une lumière sur eux qui était mise, et finalement, c'était pas mal. Un peu en fait,
vendre l'auteur sans, comme tu dis, parler forcément de ses livres, et cetera. Créer des contenus décalés, Ouais, ça permettrait, selon ouais. toi, ouais, de. Ben, en fait, dans le même principe qu'aujourd'hui, une librairie qui veut marcher, elle est presque obligée de faire d'autres choses. Mmh. Elle est presque obligée de faire salon de thé en même temps. Et je racontais l'histoire d'une librairie qui avait fait salon de thé à l'étage, c'est-à-dire que les gens étaient obligés de rentrer dedans pour monter à l'étage et puis pour ressortir. Et les gens qui rentraient dans la librairie, c'est les gens qui ne lisaient pas. Ils ne lisaient pas parce qu'ils avaient peur du livre. Ils regardaient une librairie, je ne rentre pas dans ce truc-là. Moi, je déteste les livres, ça me fait peur. C'est un gros objet, c'est pour les intellectuels, machin. Et ben, en fait, le fait de rentrer, de prendre un café, en fait, tu côtoies les livres, tu es près des livres, tu es avec eux, donc tu te dis: «Bah, tiens, pourquoi pas?» Et ta peur s'en va. Et ben, c'est pareil. Je pense que si tu fais un podcast littéraire, il y en a qui sont très, très bien, mais si tu parles de grands auteurs et tu fais des grandes phrases, machin et tout, tu peux faire peur. Je pense qu'il faut ce genre de podcast, hein. Attention, je dis pas qu'il en faut pas, hein. Mais je pense qu'il faudrait aussi un truc un peu plus rigolo, parce que ça manque et voilà, pour faire rentrer, Oui, ça parce que par le biais finalement, tu parlais, moi, je trouve quand même que le monde du livre est présent sur les réseaux sociaux, hein, de plus en oui, plus. oui, Vous oui. avez quand même des influenceurs, Non, mais par il y en exemple, a beaucoup, oui. français, Chris Laquiez et compagnie, La Nuit sera mot, Ils et font ils font etc., ils font ils font un super taf. qui font du très bon travail et tout Ouais, ça. Mais malgré tout, quand tu regardes leur sujet ou même le podcast qu'ils ont créé récemment, il est très bien. oui, Mais par contre, c'est très sérieux. oui, Comme oui. tu dis, il n'y a pas ces petits contenus, peut-être un peu décalés, qui Oui, oui, permettraient oui, de transformer quelque chose qui est un peu niche, quand même, la littérature, à oui. quelque Ouais, chose de très grand public, peut-être. exactement. Le podcast s'appelle «Ouvrez les guillemets», je vous invite vraiment à y aller parce qu'il est très bien, mais effectivement, il faut ce podcast, mais il faut aussi ce truc décalé. Voilà. Bah, c'était une bonne réflexion sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas, dans les commentaires, si vous Ah avez oui, des avis, ouais, c'est clair, si vous voulez débattre par rapport à ça, on peut regarder ça. Et moi, j'aimerais passer maintenant à une petite chronique conseil. yes. Norman, qu'est-ce que tu peux nous conseiller? Alors, Norman va nous conseiller un livre et un album de musique. Ouais, alors Et je du commence coup, par quoi? et tu commences par celui que tu veux. Eh ben, vas-y, mais envoie l'image et puis je m'adapte. Ok, donc Morse. Alors, si, alors c'est c'est pas un ami, mais je connais le musicien, je l'ai déjà croisé. En fait, j'en ai juste partagé une scène ensemble une fois. Jocelyn Rivière, qui avait un groupe qui s'appelait Rivière avant, donc on avait partagé une scène et il a sorti l'année dernière, je crois, cet album que je trouve merveilleux. Si je le conseille, c'est parce qu'il est assez proche de ce que j'essaye de faire avec Météor. C'est une musique d'ambiance avec un texte parlé, une très belle poésie sur la nature, sur Gaïa, justement. On a des thèmes un peu similaires. Je vous conseille la track numéro 3, je l'écoute tout le temps, c'est une pépite. Donc voilà, je vous invite, il y a que 4 tracks, donc Oui, c'est vraiment à peu près 20 minutes. 20 minutes, ouais, c'est ça. Donc c'est disponible même sur YouTube, donc n'hésitez pas à écouter ce truc-là. Fermez les yeux, mettez-vous dans l'ambiance. Commencez peut-être par la track 3, et après vous vous refaites tout. Et c'est vraiment très beau, voilà. Donc ça, c'était pour le petit album. Donc Ouais, n'hésitez pas à écouter Rivière. Pour ceux qui ils peuvent me demander le lien en oui, fonction, on peut vous le mettre sur le chat, hein. on peut le mettre sur le chat. Et sinon, je mettrai les liens dans la rediffusion YouTube. Ouais. Et cette revue, Yes. assez incroyable. Alors, Estrange, j'en ai ramené une. Je suis obligé de sniffer à chaque fois. Voilà. Donc ça, c'est la revue du Fossoyeur de films. Je suis abonné à ça, c'est génial. C'est une revue qui va prendre un thème. Alors, c'est sur l'étrange, pas l'étrange au terme ésotérique, hein, l'étrange dans l'art. Et ils vont prendre un thème à chaque fois. Le premier, je sais plus ce que c'était, mais le dernier que j'avais lu, c'était sur le pulp. Ah oui, l'avant-dernier, c'était sur le fric, les frics, les monstres. Là, c'est sur la mémoire d'Internet. Donc, on a plein d'artistes qui vont faire des compositions, comme vous voyez. Là, c'est des artistes qui font des compositions avec des collages un peu d'Internet. Il y en a un autre qui fait des collages de glitch. Et je connaissais, en fait, c'est à chaque fois, on apprend des trucs nouveaux avec ça. Donc voilà, des artistes de collage glitch. Et en fait, ce qui se passe dans cette revue, on a de tout. On a des interviews, on a des images, on a des réflexions sur le thème, et toujours avec cette notion d'étrangeté, d'inquiétante étrangeté, de choses qui nous dérangent, de choses qui nous font un peu sortir du cadre. Moi, je trouve, à chaque fois que je vais là-dedans, je trouve des choses que je vois nulle part ailleurs. Je vous montre un petit florilège. Voilà. Et voilà, je vous invite à vous abonner à cette revue parce que franchement, c'est visuellement, on s'en prend vraiment plein les yeux. Voilà, après j'arrête.
Et donc voilà, c'est toujours autour de l'étrange, de l'inexpliqué, mais pas l'inexpliqué ésotérique, farfelu, fou, des ovnis, etc., hein, mais des choses. C'est justement cet étrange-là que moi j'aime bien cultiver dans mes œuvres. Euh, les choses qui nous échappent. Je suis très pragmatique, je ne crois en rien, mais je ne veux pas fermer la porte. Je veux la laisser ouverte pour la narration, pour l'histoire. Je veux laisser ce petit truc de et si? Et si c'était vrai, toutes ces conneries? Et si, et si ce truc-là nous échappait, et s'il n'y avait pas quelque chose qui nous échappait, c'est cet inconnu qu'on n'arrive pas à définir, que moi j'adore, et c'est un peu une quête en tant qu'artiste. En fait, nous, en tant qu'artiste, on passe notre temps à essayer de répondre à une question. On répondra jamais, on n'y répondra jamais, mais on essaye de le faire. C'est des questions du coup, on vous pose à vous lecteurs, mais nous, on la triture cette question, et ce petit filet de lumière d'une porte entrebâillée, en disant, est-ce que j'ai vu c'est vrai? Est-ce que c'est un morceau de réalité ou c'est complètement faux? Et moi, la notion de réalité, c'est quelque chose que je travaille beaucoup parce que quand on écrit, on est souvent pris dans cette sensation étrange d'être dépassé par nos personnages qui sont euh, plus vivants des fois que certaines choses qu'on voit. Et Mmh. du coup, on se dit, mais comment c'est possible, cette sensation d'écrire un personnage qui se met à s'échapper de soi-même, à faire des choses qu'on n'a pas prévues? Et ça, bah, forcément, ça fascine, quoi. Voilà. Merci et moi aussi j'ai 2-3 Allez, trucs à vous vas-y. conseiller, hein. Il y a pas de raison, j'ai envie de dire. Hem, donc d'abord, l'album Invention of Life de Joel Silverman. En fait, cet album, je vous le présente aujourd'hui parce que c'est au moment où j'ai lu Météore, j'ai découvert cet album. Ok, trop bien. Vraiment le hasard total en fait, les recommandations, musicales, du de l'algorithme et du coup j'ai découvert cet album-là et en fait je me suis dit: «Mais c'est incroyable, comment ça correspond à l'ambiance de Météore, cette sorte, c'est une en fait, c'est un album d'électro ambiante Ok. et je sais pas, le côté, comme on disait au début du podcast, du perpétuel recommencement vers la tragédie humaine et tout Ouais. ça, on sentait vraiment ça dans cet album-là. C'est OK. une sorte d'ambiance un peu macabre, mais en même temps douce, comme si on est enveloppé. C'est un peu aussi une métaphore de l'ultralibéralisme. On a l'impression, Oui. ou de Aldous Huxley, Le meilleur des mondes, on a l'impression de vivre dans un monde parfait, et en fait, parce que c'est doux, c'est suave, et en même temps, il y a un côté inquiétant, un peu tragique. Et donc, c'est vraiment, on retrouve dans cet album d'électro de Joel Sagerman que je ne connaissais absolument pas. D'ailleurs, je n'ai écouté encore aucun autre album de lui. J'ai OK. écouté que cet album, Invention of Life. Ouais, je vais Et, l'écouter après. c'est vraiment un très bel album. Et je vous conseille le morceau Late Evening. C'est ce morceau en particulier qui me fait penser OK. au Météore. Donc c'est vraiment... Le texte ou la musique? Il n'y a pas de texte. Non, je veux dire, là, le Météore, la version texte Ah, la ou version texte, oui, OK. tout à fait, ouais. À la version texte. Ah et donc il y a pas de texte dans le truc. Il OK, n'y a c'est pas que de de la texte, c'est musique. vraiment que de la musique OK. électro. Ah et je vais écouter ça. Et le deuxième, c'est un petit clin d'œil, un gros clin d'œil même, un très bon ami qui vient de sortir Reine Noire, une anthologie de nouvelles noires sur Rennes aux éditions Asphalt. Et donc en fait, ça c'est issu de la collection Ville Noire. Et cette collection, en fait, Ville Noire, met en valeur des écrivains d'une ville qui vont nous parler par le biais des nouvelles noires d'une ville. Donc vous avez Barcelone Noir, Marseille Noir, Paris Noir, Los Angeles Noir et tout ça Trop bien. qui avait été fait par des auteurs habitants, donc d'autres nationalités habitant Ouais. dans ces villes-là. Et mon pote Loïc Desroches a été contacté par la maison d'édition Asphalt pour faire une anthologie, une nouvelle sur Rennes, parce qu'en fait, il y a un terreau d'écrivains qui est très important à Rennes. OK. C'est vraiment une ville très écrivaine, et surtout, c'est une ville assez complexe entre gentrification, quartier chaud, centre-ville, failles politiques et tout ça. Et donc, c'est tous ces phénomènes rennais assez particuliers que se propose d'étudier cette anthologie de nouvelles avec je crois qu'il y a 8 nouvelles. Si Loïc m'écoute, qu'il me, il ne critique pas si c'est 9 ou 10, hein. Mais en tout cas, voilà, sur différents thèmes, que ce soit politique, social, et tout ça. Et donc, à chaque fois, une nouvelle égale un quartier. Vous avez le Parlement, pour ceux qui connaissent un peu Rennes, vous avez le Parlement, Clenay, Bréquigny, etc. Et c'est vrai que Les nouvelles c'est... sont liées entre elles ou pas par les. Non, OK. c'est vraiment des nouvelles indépendantes. OK. Et il y a des... Enfin, après, elles ont été organisées dans des parties. Je vous laisserai voir quand si vous lisez le bouquin. Vous avez un peu Lorraine présent, Lorraine passé, Lorraine présent, une sorte de réalité alternative de Rennes. Donc en fait, il y a 3 parties comme ça. Mais les nouvelles sont indépendantes et c'est vraiment un très beau recueil de nouvelles noires, même si on n'est pas rennais. Donc je vous encourage vraiment
à lire Reine Noire, dirigé par Loïc Desroches aux éditions Asphalt. Maintenant, je vous propose, auditeurs, de poser des questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est maintenant, on va attendre un petit peu le temps que... Bim. Norman, pour Météor, tu nous conseilles de lire et écouter la bande son simultanément ou l'un après l'autre. Ah ah. Et je vous conseille de faire exactement ce que vous voulez. Alors, c'est pas une bande son, c'est vraiment le texte qui est lu par. Je lis le texte en même temps. Donc en fait, euh, moi enfin en fait, faut faire comme vous avez envie. Moi justement, je fais les deux pour que chacun fait comme il veut. Je l'avais conçu quand même à la base pour la musique, donc peut-être que ça peut vous aiguiller. Mais après, vraiment, c'est aussi fait pour être lu, donc vraiment, faut se sentir libre, quoi. Hem, peut-être qu'on peut mettre le lien. Toi, tu conseillerais quoi, toi? Moi, j'ai écouté le livre et j'ai écouté la musique après. OK. Ça me permet, je trouve que ça permet de développer l'imaginaire pendant le livre, Oui. et ensuite après on confronte avec Oui, 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 la oui. vision. En plus, moi je connais un peu Thelonious 666 et je sais que t'es musicien et que Jean t'aimes beaucoup la musique électro et tout ça. Et je Ouais, pense qu'en fait en atmosphérique. lisant Météor, tu pourrais t'imaginer toi-même la Oui, bande le truc, originale, ouais, ouais. et ensuite après tu confronteras avec la vision de Norman. Je pense que ça peut être marrant dans ce sens-là. Peut-être qu'on peut mettre dans le chat, si tu l'as, le lien. Si tu peux le retrouver, le lien de la musique. Bah, Comme ça, vous l'avez. je peux le chercher rapidement là. Petit, petit temps de latence, le temps que Ouais, 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 je vous trouve ouais. le lien là. Je vais essayer de d'occuper le. Alors, ouais, donc le lien, c'est l'idée, c'est que j'ai déjà fait la première partie. Il y a 9 parties. La deuxième partie est déjà composée. J'ai déjà enregistré une bonne partie du truc. Maintenant, est-ce que je vais arriver au bout? Je ne sais pas. Ça va vraiment dépendre de si j'ai l'énergie, si ça marche, etc. Parce que c'est quand même énormément de boulot. Donc voilà, je sais pas si j'irai au bout. Du coup, je vois bien le chat. Hop, d'accord, c'est très précis, merci. Et voilà. Et du coup, là, il vient de vous mettre le lien de la musique, donc vous pouvez aussi écouter. En fait, ce que vous pouvez faire, c'est écouter la musique. Et si ça vous plaît, si ça vous aimez bien, après, vous procurez le livre entier. Ça peut être aussi une façon de faire, par exemple. Merci. Est-ce que d'autres personnes veulent poser des questions? Vous n'êtes pas obligé, hein. J'attends un petit peu et puis s'il n'y a pas de questions, Moi, je sniffe Estrange en attendant. Je vous trouve une autre image incroyable. eh bien, je vais vous proposer, je vais attendre que Norman nous montre une autre image incroyable d'Estrange, et après, je vais proposer à Norman si tu peux nous parler de. Ouais, de la suite. Tu as déjà teasé un peu Un peu. au début. Merci Léa Diadia pour cette réaction. Donc voilà une belle image de Météor, enfin de la revue d'Estrange. Je commence à me perdre, il fait chaud en plus. On enregistre à Angers, il fait très chaud, mais comme dans toute la France, j'ai envie de dire. Et donc, Norman, est-ce que tu peux nous parler de tes nouveaux projets? Donc, tu as déjà commencé à parler très rapidement de ce Ouais, manuel d'écriture que tu vas faire. Et tu as un autre projet. Est-ce que tu peux ouais. nous en parler? Alors, il faut que je vous parle de 3 trucs. Le premier, c'est le plus évident. Il est déjà écrit. C'est la suite de Au cœur du cirque funèbre, euh, qui est un polar avec un détective qui s'appelle Plamensen, qui sera en fait au cœur de la nouvelle enquête. Et je pousse tous les potards avec ce détective qui est un mec un peu dingo, porté sur la boisson et avec une capacité d'improvisation un peu exceptionnelle, mais qui fait un peu n'importe quoi. Et en fait, ce qui se passe, c'est que bah voilà, il y a la suite qui est déjà écrite, elle est déjà là, donc j'espère, je pense, quasiment, quasiment sûr qu'elle va sortir en 2027. Mais bon, je touche du bois, pour l'instant, je ne sais pas. Donc ça, c'est en cours. Le deuxième projet, je viens de finir l'écriture d'une fantasy. Alors, ce sera une fantasy médiévale, certainement à la frontière entre l'adulte et young adulte. Pour l'instant, je sais, j'ai pas de date de sortie, je viens juste de finir de l'écrire. Le tome 1, ça sera en 2 tomes, donc ce sera assez simple. Enfin, c'est simple. Je veux pas partir sur une saga, je veux maîtriser les 2 tomes, donc j'ai vraiment déjà, comme je vous disais, je suis architecte, j'ai déjà fait l'architecture des 2 livres. Je Hmm. pense que c'est le projet qui m'a demandé le plus de temps de préparation, parce que j'ai dû faire quelque chose que j'avais jamais fait avant, aussi détaillé, parce que autant l'œuvre du serpent, on est quand même dans un monde un peu science-fiction futuriste,
autant bah ça reste notre monde. Mmh. Là, la fantaisie, j'ai dû tout réinventer et moi, j'avais jamais fait ça et du coup, bah, t'arrives et tu te dis, bah, tu commences à écrire, tu fais: «Ah mais non, mais attends, mais je peux pas, j'ai toujours pas, je sais pas, c'est quoi la monnaie? Comment il s'éch» enfin voilà. Puis après t'avances, tu fais: «Ah non, mais attends, mais c'est quoi, le régime politique en place?» En fait, tu te poses des milliards de Mmh. questions, c'est et attends, les rivières, il y a des rivières, ils les nomment comment? Est-ce que co c'est comme chez nous? Est-ce que du coup, les régions sont en fonction des noms de c'est un truc de dingue et Ouais. en fait, je suis rentré dans un délire où j'ai vraiment tout noté. J'ai vraiment fait une préparation gigantesque et donc cette histoire, sans spoiler, sans en dire trop, ça sera quand même un truc post-apo avec, on sera après un monde où les gens ont vécu en assistanat de golems magiques qui étaient capables de tout faire à leur place et les golems se sont rebellés, se sont enfuis, ils ont tout cassé et en fait, on est post, ce monde qui essaie de se reconstruire après cette évasion des golems. On sait pas où ils sont passés et voilà, il y a tout un truc là-dessus entre, il va y avoir toute une épopée, voilà, autour de ça. Et le dernier truc que je suis en train d'écrire en ce moment, c'est un manuel d'écriture. Assez simple, un petit guide. Pour l'instant, je l'appelle le guide du scribouillard. En fait, ça serait une métaphore avec le guide du routard. L'idée, c'est que tous les manuels d'écriture qu'on voit actuellement sont très complexes. Je vois, il y a souvent, je fais plein de vidéos qui débunkent, enfin qui débunkent pas, euh, qui simplifient ou en tout cas qui font des résumés de Truby, Mmh. McKee, Vogler, euh, bon, peut-être pas Campbell parce que ouais, c'est encore un autre truc, mais en fait, ces bouquins-là sont assez épais, c'est des bouquins vraiment théoriques, il y a énormément de règles, et au-delà de la complexité, il y a aussi un problème comment on adapte ces trucs-là à la réalité d'un boulot d'écrivain. Et du coup, moi, ce que j'ai fait un manuel très clair, avec des règles très claires, du coup très simplifié, forcément, mais ça peut être une porte d'entrée pour les gens qui osent pas mettre les mains dans le cambouis de l'artisanat, on va dire, pour déjà commencer à esquisser l'ébauche de quelques règles de narration. Et mon idée, c'est de le mêler à une métaphore de randonnée, de préparation au voyage, pour rendre le truc un peu plus digeste, un peu plus rigolo. Et voilà, je suis en train de l'écrire, c'est vraiment tout nouveau, ce truc-là. On en aurait parlé il y a 2 semaines, je pense que je savais même pas, parce que j'avais pas du tout prévu ce truc-là. Donc voilà. Mais ça, pour le coup, ça se trouve, ça va aller très vite et on vous aurez des nouvelles très vite de ce projet-là. Eh bien, merci Norman. Ah, la Diadia qui pose une Aïe, question. aïe, 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 aïe. Eh Il ben, paraîtra quand ce livre? ouais, alors justement, c'est vraiment, comme je disais, il y a 2 semaines, j'avais même pas encore eu l'idée. J'ai un éditeur dans le viseur, hein. C'est juste que je me dis, tiens, j'aimerais bien être chez eux. Donc pour l'instant, aucune maison d'édition n'est dessus. Donc, enfin, impossible de donner une date de parution. C'est, on va dire au mieux dans un an. Au mieux. Je vois pas comment ça peut être plus tôt. Donc voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Eh bien, merci à tous. Merci à toi, Norman. Ben merci, Je vous merci à propose toi. de conclure maintenant. Ouais. Oui, je te tiendrai au courant, la Diadia. Il n'y a pas de souci. Merci à tous. Merci à vous tous. C'était mon premier live Twitch comme ça et je suis très content que ça s'est bien passé. Vous Et en avez pensé surtout, quoi du coup? je suis content que vous étiez nombreux à le regarder. Et n'hésitez pas à nous faire des retours, que ce soit là maintenant dans le chat ou que ce soit en personnel après. Yes. Merci Telonius pour cette belle réaction. Ouais, c'était très bien, hein. Franchement, nickel. Alors que il y a à peine 2 semaines, toi aussi, tu ne savais pas gérer Twitch. Non, non, j'avais jamais Ouais, utilisé Twitch, c'est pas donc mal. voilà, Franchement, c'est pas mal. c'est pas mal. C'est cool. On s'est débrouillé. C'est cool. Eh ben, très bien. Ben, je vous propose de conclure et à très bientôt pour un nouvel épisode. Je vous tiendrai au courant, mais en tout cas, il y a déjà d'autres noms prévus très bientôt. Peut-être en septembre plutôt, parce que là, cet été, je vais être très chargé. Mais en septembre-octobre, il y a d'autres noms qui vont arriver. Je vous tiendrai au courant très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Ciao.